Bonjour à tous. Continuation du premier conte de Rabbi Nachman de Breslev sur la princesse disparue. Donc, nous en étions au moment où le vice-roi, était parti. C'était, je dirais, mis de côté. Il avait trouvé un endroit pendant 1 an durant lequel il avait beaucoup réfléchi, s'était beaucoup langui. Et puis, il avait consacré vraiment beaucoup de temps. Il s'était investi pour opérer ses retrouvailles. Mais malheureusement, le dernier jour, il avait fait une chose que la princesse lui avait interdite. Elle lui avait dit surtout ne mange pas. Et il se trouve qu'il avait mangé et que du coup, il était tombé. Et puis, elle lui redonne donc des conseils. Elle lui dit cette fois-ci, tu repars pour 1 an, cette fois-ci tu peux manger, mais tu ne boiras pas. Et malheureusement, on va voir que là aussi, il va y avoir un petit souci. Donc, il s'en va et il fait ainsi. Le dernier jour de l'année, il se rendit là-bas. C'est-à-dire qu'il retourne à nouveau, au bout d'1 an, il va retourner voir la princesse pour la délivrer donc du palais du Lotov, et il vit une source qui coulait. La couleur de cette source était rouge et l'odeur était celle du vin. Donc déjà quelque chose de pas normal. Hein. As-tu vu cela demanda-t-il au serviteur. C'est bien une source, il devrait y avoir de l'eau. Mais la couleur est rouge et c'est l'odeur du vin. Il s'en approcha et goûta juste un peu à cette source. Aussitôt il s'effondra et s'endormit pour de nombreuses années, cette fois-ci pour 70 ans. Alors, une autre manière de tomber, cette fois-ci, qui peut être... Alors, on avait dit... manger la pomme, je l'avais associé aux erreurs que l'on peut faire par rapport à des fautes idéologiques. Bon. L'autre type d'erreur que l'on peut faire, c'est par rapport à des désirs, par rapport à des envies. La pomme, il est vrai qu'il est dit qu'il avait vu de très jolies pommes et qu'il avait été tenté par ça. Donc on peut se dire aussi que la première faute, c'était plus par rapport à une tentation, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on appelle les ta'avot, c'est-à-dire les envies. Et donc j'ai pas envie de résister à mes envies, et voilà. Après, comme il y avait toute cette symbolique derrière la pomme, je vous avais dit, on peut aussi le voir sous l'angle de la faute idéologique. Ici, il y a quelque chose qui se produit. C'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Et que donc, le vice-roi va vouloir aller vérifier, en fait, cette anormalité. Autrement dit, normalement, ça devrait être de l'eau, normalement, ça devrait être blanc. Pourtant, c'est coloré, et l'odeur, c'est bien l'odeur du vin. C'est-à-dire, et l'odeur, en fait, va concerner, dans la Kabbalah, l'odeur, c'est ce qui concerne, en fait, toutes les midotes, toutes les qualités, les défauts. Et donc, tiens, c'est bizarre, ça a le goût, ça a l'odeur de, ça a la couleur de, donc tout l'aspect extérieur. En revanche, ça sent pas ça. Donc, il y a une espèce de dichotomie entre ce que je vois et ce que je sens. Normalement, quand on est confronté à des choses comme ça, il faut fuir. C'est-à-dire, à partir du moment où je sens que c'est l'odeur du vin, ça veut dire que c'est du vin. Et c'est pas parce que la provenance, en fait, c'est une source, etc. Donc, dans ma tête, je me dis... Eh ben, puisque ça coule du rocher, etc., etc., donc forcément c'est de l'eau. Non. Là, c'est pour moi un enseignement extraordinaire que fait Rabbi Nachman de Breslev au travers de tout ça. Il nous dit, méfie-toi d'une chose. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être, parce que tu vois que ça a telle origine, parce que c'est placé à tel endroit, parce que, etc., parce que ça a tel aspect extérieur. Ne pense pas que du coup, cette source, c'est de l'eau. Non. Et d'ailleurs, tu es prévenu, puisque au niveau de ton odorat, ce que tu sens, c'est bien du vin. Ça veut dire que ça peut concerner énormément de choses dans notre vie. Ça peut concerner des relations. Ça peut concerner un travail qu'on vous propose. Extérieurement, c'est magnifique.
Extérieurement, c'est fabuleux. Mais ça sent pas bon ou ça sent différent. Donc, c'est pas comme ça, en fait. On se fait avoir, en fait, beaucoup avec nos yeux aujourd'hui. On se fait avoir beaucoup parce qu'on nous dit, vous savez, c'est aussi tout cet esprit scientifique. Ben, si c'est, ça coule des rochers, si c'est, etc. Ben forcément, c'est une source d'eau. Ben oui, mais sauf que là, non. Et donc, en fait, d'être beaucoup plus attentif et d'être beaucoup plus en lien avec ce que l'on sent, ce que l'on ressent, plutôt que d'essayer de faire des analyses dans notre tête. Et ça, je pense que c'est un grand, grand secret de la vie, que d'être, comment dirais-je, très en lien avec nos sens, avec nos ressentis, parce qu'en règle générale, eux ne nous trompent pas. La tête, elle peut tromper, bien évidemment. Et c'est une épreuve qui lui est envoyée. Donc on va dire que ça aussi, c'est l'Yetzirara, c'est le mauvais penchant qui lui envoie cette chose-là. Ça veut dire que dans nos vies, quand on est au petit bord d'arriver sur l'essentiel des choses, le Yetzirara, il va nous proposer des choses absolument mirifiques, fabuleuses, formidables. Extérieurement, c'est somptueux. Mais il n'empêche que ça sent complètement autre chose. Et en fait, si on cède à ça, ça va nous dévier et on repart complètement à nouveau vers autre chose. Ça, c'est typique de la faute idéologique. C'est-à-dire, je vais réfléchir dans mon cerveau au lieu de continuer à être dans ma justesse intérieure, d'écouter ce que je ressens, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut goûter. Il veut goûter parce qu'en fait, il veut avoir confirmation que c'est bien du vin. Et là, en fait, ça veut dire que c'est débile, puisque justement, la princesse est tellement perturbée qu'en fait, il se souvient même plus que la princesse, elle lui a dit « Fais attention, parce que si tu goûtes, si tu bois du vin, tu vas te réendormir à nouveau. » Et là, on voit qu'en fait, ce type de faute, ça amène aussi un endormissement, mais moins long. Un endormissement de 70 ans. Autrement dit, d'apprendre petit à petit à faire beaucoup plus confiance à ce que le cœur dit, à ce que nos ressentis nous disent, à l'extériorité des choses, d'aller dans l'intériorité au lieu d'être dans l'extériorité. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, il s'effondre, à nouveau, il redort. Alors on nous dit, bon nombre de soldats passèrent par là avec l'attirail qui les suivait, et le serveur se cacha à cause des soldats. Plus tard passa un carrosse dans lequel se trouvait la princesse. Elle s'arrêta près de lui, descendit de son carrosse et s'assit à ses côtés. Elle le reconnut. Donc il y a toujours cette histoire, vous savez, de reconnaissance. Je vois bien, ah oui, c'est bien lui. Donc la Neshama qui vient, qui dit, ok, c'est toujours lui, il est toujours là, bon. Et elle essaya très fort de le réveiller. Combien notre Neshama, le gros problème de la Neshama, pourquoi c'est si difficile pour elle de réveiller? C'est parce qu'en fait, elle parle très doucement. La Neshama, elle ne sait pas crier. Donc en fait, je dirais que d'où le fait qu'il faut être très à l'écoute, qu'il faut arrêter qu'il y ait du bruit sans arrêt dans notre vie, pour pouvoir entendre sa voix. Elle essaya très fort de le réveiller, mais il n'arrivait pas à émerger. Et c'est très intéressant parce que, en fait, malgré tous ces efforts-là, c'est donc lui qui est, comme si finalement, même dans l'inconscient, la volonté est toujours là, mais en fait, ça n'arrive pas à remonter. J'essaie et j'y arrive pas. Et donc elle se mit à se lamenter sur lui. À nouveau, ça recommence. Puisqu'il y a tant et tant d'efforts et de peines, tant d'années que tu t'exténues tellement pour pouvoir me faire sortir. Et à cause de ce jour où tu aurais pu me faire sortir, tu as vraiment perdu. Alors en même temps, elle va reconnaître énormément tous ces efforts, toutes ces peines, toutes ces souffrances, tout l'investissement qu'il a mis, les années qu'il y a passé, le fait qu'il se soit vraiment
exténué pour toujours se dire mais quel dommage quoi de rater le coche alors que c'est tellement proche. Et donc elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure abondamment. Et elle dit, c'est très lamentable pour toi et pour moi. Pourquoi ? Parce que si ce rendez-vous doit être un rendez-vous manqué dans une incarnation, ça signifie qu'il faudra revenir et revenir et revenir. Et donc oui, elle se lamente. Si longtemps que je suis ici et que je ne peux pas sortir. L'Aneshama vit un enfermement terrible. Et c'est pour ça qu'en fait les sages nous disent que l'Aneshama qui va se rebrancher toutes les nuits pendant le sommeil, et notamment pendant les phases de sommeil profond, où là vraiment il peut y avoir un écroulement à côté, on n'entend pas, parce que l'Aneshama n'est plus là. Donc voilà, si ça se passe pendant une phase de sommeil léger, alors à ce moment-là, ce sera possible qu'on se réveille. Mais en phase de sommeil profond, non. Et donc en fait, voilà, elle se dit c'est très très lamentable. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que finalement, il y a cette notion de l'Aneshama quand elle doit redescendre. Et quand finalement elle sait qu'elle va vivre dans cette espèce d'essolement, qu'elle ne va pas pouvoir jouer son rôle, qu'il ne va pas y avoir ce lien, cette complétude, c'est une tristesse pour elle énorme et qu'il y a des fois où le matin elle a beaucoup de mal à redescendre. Il faut un peu qu'on la pousse au derrière. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette fois-ci ? Puis elle ôta un châle de sa tête et écrivit dessus avec ses propres larmes. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est quoi le foulard ? Le foulard, c'est ce qui cache, qui, selon les sages, est le plus important chez l'homme, c'est-à-dire la tête, et notamment les cheveux. Donc, elle va prendre ce foulard-là, sur lequel elle va pleurer et écrire avec ses propres larmes. Autrement dit, là aussi, il va y avoir une recherche à faire parce qu'on se doute bien qu'avec les larmes, c'était pas hyper visible, mais malgré tout, c'est ce qui va se passer. Autrement dit, c'est avec toute cette tristesse. Et on va le voir, elle le plaça près de lui, se leva et reprit place dans son carrosse, puis s'en alla. Donc, elle va laisser, en fait, ce foulard. Donc, ce que elle a dans la tête, tout comment est-ce que je peux vous dire ça ? Tout ce dont elle est porteuse, tous ses espoirs, ce qu'elle a envie de vivre justement avec le Nefesh, toutes ses attentes également, elle va écrire tout ça dans cette espèce de tristesse, mais vous voyez qu'en même temps elle ne lâche pas. Et donc c'est un moment, je dirais, c'est peut-être un moment solennel quelque part parce que elle laisse quelque chose d'elle aussi. Et puis non seulement le foulard, donc un de ses habits, mais en plus ses larmes. Les larmes, elles sont porteuses aussi à la fois d'amertume, mais en même temps ici, puisqu'elle écrit avec cette amertume, donc toutes ses attentes. Plus tard, le second du roi se réveilla. « Où suis-je donc sur cette terre ?» demanda-t-il au serviteur. Donc on voit que là aussi, réveil, et je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à réécouter ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire toujours la même question, où est-ce que j'en suis ? Donc on voit qu'il est toujours en chemin, on voit qu'il répond toujours présent, on voit qu'il se pose toujours la question. Malgré l'endormissement, malgré le fait qu'il a à nouveau loupé le coche, il est toujours en recherche, tout le temps. Et le serviteur lui raconta toute l'histoire. Donc à nouveau le serviteur, le fidèle, qui lui dit tout ce qui s'est passé. Tant de soldats passèrent, puis ce fut le carrosse. Elle avait pleuré sur lui, elle avait crié « Quelle pitié pour toi et pour moi !» Donc il y a malgré tout, oui, ce cri de l'Aneshama, un cri silencieux, enfin un cri qui, bien évidemment, n'arrive pas à le réveiller. Mais vous voyez combien notre Neshama, elle peut souffrir aussi, et combien, dans cette attente énorme,
combien elle a envie de ce mariage avec nous, combien elle a envie de nous amener sur ce chemin qui est un chemin magnifique. Et donc elle avait crié, quelle pitié pour toi, pour moi. Entre-temps, il regarda et remarqua le foulard près de lui et il demanda, d'où vient cela? Et le serviteur répondit, elle a laissé cela, elle a écrit dessus avec ses propres larmes. Le second saisit le foulard et l'éleva face au soleil. Alors, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ce soleil-là? Puisque du coup, comme ce sont des larmes, on se doute bien que voilà, ça n'est pas facile d'être visible. Donc, il a l'idée de le mettre face au soleil. Et le soleil, là, va représenter le tzaddik, c'est-à-dire le sage, c'est-à-dire, en fait, pour pouvoir décrypter ce que dit la Neshama, quand elle est dans cet état de tristesse et d'amertume, toutes les attentes, toutes les déceptions qu'elle a pu avoir, toutes ces tristesses et ces peines, et bien finalement, ça va être par l'intermédiaire du tzaddik, du sage, qu'on va pouvoir lire en filigrane sur le foulard ce que tout ça signifie, ce que tout ça veut dire. Et donc, il commença à y distinguer les lettres, en sachant que les lettres, c'est tout ce avec quoi le monde a été construit. Donc, en fait, il commence à voir, finalement, la matière première, en fait, de cette construction. Et il lut ce qui était écrit, ses plaintes et ses exhortations. Elle est parfaitement dans sa vérité, en fait, la Neshama. Elle n'est pas que dans l'exhortation. Elle lui dit combien elle a été déçue, combien elle a été triste de tout ça. Mais en même temps, elle lui dit ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche jamais. Et que maintenant, elle ne se trouvait plus au même château. C'est-à-dire, ça y est, la Neshama, cette fois-ci, elle est partie complètement vers un ailleurs, mais qu'il cherche une montagne en or et un château en perles. Là-bas, tu me trouveras. Et là va commencer une aventure complètement différente. Complètement. Donc déjà, ce que l'on voit, c'est que cette fois, il a un message écrit, et qu'il a eu pour idée, effectivement, de se connecter avec le tzaddik, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. On va voir l'importance de ça, et combien finalement cette connexion-là est quelque chose d'absolument énorme pour la suite de ses aventures. C'est là qu'il va commencer à distinguer les lettres. Les lettres, je dirais que c'est comme un jeu de piste, puisque comme je vous le disais, elles sont à l'origine de la création du monde. Quand on commence à accéder aux lettres, ça veut dire qu'on va commencer à accéder à, je dirais, déjà un peu le langage. Donc aussi, c'est comme s'il y avait aussi l'idée de l'étude derrière. Tiens, je vais pouvoir étudier, je vais pouvoir m'appuyer sur une sagesse, je vais pouvoir bénéficier des conseils. Puisque jusque-là, en fait, c'est comme si, on le voit dans le conte, comme si finalement, il était dans le languissement. Donc en fait, c'est essentiellement la prière. La prière, la prière, la prière. Ce foulard peut tout à fait représenter la Torah. La Torah est écrite avec les larmes de cette princesse disparue, donc de la Neshama. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer cette fois sur quelque chose de tangible avec, et je crois, tous ces conseils extraordinairement précieux qui font qu'on va le voir, il ne va plus se rendormir, il ne va plus tomber dans le sommeil derrière. Et donc, l'importance et de la connexion et de l'étude, de découvrir pour pouvoir s'appuyer sur une sagesse spécifique. Quand on voit aujourd'hui de ce dont on a parlé, surtout toute cette histoire avec cette cascade qui sent en fait le vin, et bon voilà, qui ressemble effectivement à une cascade d'eau, mais en fait qui n'en est pas. Ce sont des choses, quand on étudie, petit à petit, on arrive à discerner ces choses-là, se renforcer là-dedans et ne plus se faire avoir par les cascades qui ressemblent à de l'eau et qui en fait sont du vin.
Et en tout cas, en éviter quelques-unes, on va dire. Et donc, on apprend à se renforcer, on gagne des années précieuses, on gagne un renforcement, on gagne également de l'aide. Puisqu'en fait, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on demande à l'être humain de s'autonomiser, mais pour arriver jusqu'à l'autonomie, il lui faut un guide. D'où le fait que quand les Hébreux sont sortis dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, ils avaient Moshe, Rabbeinu à leur tête, ils avaient Moïse. Sans quoi, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui connaissait le chemin de la liberté, qui connaissait cette liberté, ils n'auraient pas été capables de sortir. Et donc c'est exactement pareil pour nous. Donc l'idée là du foulard qui arrive, qui est une idée fondamentale, c'est-à-dire à un moment donné, je suis obligée d'étudier, je suis obligée de m'asseoir sur des choses qui vont me dire ça c'est comme ça c'est comme ça, attention à ça. Quand tu es face à ça, regarde comment tu peux faire. Suis les conseils pour pas rester dans la tristesse, pour petit à petit ne plus tomber dedans, pour garder confiance, pour ci, pour ça. Il y a des chemins, il y a des sages qui sont venus, qui nous ont laissé des témoignages absolument extraordinaires, dont Rabbi Nachman de Breslev qui a laissé véritablement des choses d'une puissance et d'une profondeur et surtout d'une efficacité fabuleuse. Voilà. Et cette fois-ci, donc, elle a changé d'endroit. Donc cette fois-ci, elle n'attend même plus que le vice-roi vienne la chercher dans le palais du Lotov. Elle a quitté cet endroit-là et elle est allée, je dirais, alors dans un endroit qui paraît presque onirique, hein, puisqu'on parle d'une montagne d'or et d'un château en perles. Comme si finalement elle était retournée un petit peu dans ses pénates chez elle. Et cette fois-ci, en fait, elle l'attend toujours, ça c'est certain, mais elle s'est mise dans un endroit qui est, cette fois-ci, qui est excellent, qui est bon, qui est bien. Et elle va le laisser chercher, puisqu'en fait, certes, elle lui donne l'adresse, mais elle lui dit pas du tout, finalement, où se trouve cette montagne d'or et ce château en perles. Elle dit là-bas, tu me trouveras. Ok. Sauf que si vous mettez ça en guise d'adresse sur une enveloppe, je doute que la lettre arrive un jour. Et donc, on rentre là dans une deuxième phase. Une phase, cette fois-ci, où la Neshama va dire maintenant, si tu veux me trouver, il va falloir me chercher. Alors, je te donne l'aspect extérieur de la chose. Mais en fait, c'est une adresse sans être une adresse. Cette fois-ci, ça va être à toi de trouver cet endroit-là. Ça va être à toi de courir après moi, de chercher véritablement après moi. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter son serviteur et il va partir tout seul à sa recherche. Vous savez qu'on avait dit qu'il avait pris 3 choses à l'origine. Il avait pris son cheval, il avait demandé également... comment... Ah, zut, le deuxième... Le serviteur, voilà, le serviteur, le cheval et de l'argent. On avait vu qu'il avait laissé le cheval, maintenant il laisse le serviteur. C'est-à-dire, en fait, cette fois-ci, il ne va plus compter non plus sur de l'aide de ce côté-là. Il va, je dirais, certainement être beaucoup plus... justement dans sa recherche, peut-être plus en autonomie, plus en intériorité également, parce que le serviteur peut représenter aussi une forme d'extériorité, donc peut-être a-t-il gagné en maturité à ce niveau-là, et il repart à nouveau pour de nombreuses années de recherche. Alors je vais finir juste avec ça. Il réfléchit au fait qu'en pays habité, on ne trouvait sûrement pas de montagne en or ni de château en perles, car il était expert en chronique et en cartes du monde. J'irai donc la chercher dans les déserts. Il alla la chercher dans les déserts pendant de nombreuses années. Là, il a réfléchi finalement. Bon, alors ok, elle me donne une indication. L'indication, c'est quoi? Montagne en or, château en perles. Et il se doute bien que si ce lieu-là se trouvait en terre habitée, dans des endroits où il y avait du monde, tout le monde en parlerait, tout le monde saurait finalement, ah mais c'est l'endroit de la montagne en or, du château en perles, tout le monde serait allé d'ailleurs probablement avec sa pioche pour en récupérer des bouts. Donc du coup, en fait, il se doute que ça peut pas être en terre habitée. Donc la première des choses, c'est qu'il se dit, ok, donc il va falloir que j'aille chercher ça dans des endroits où il y a personne, et c'est pour ça qu'en fait, il retourne dans les déserts.
Il y a une chose très très intéressante dans le conte aussi, c'est que vous allez vous apercevoir que les endroits où il fait pas de bêtises, où finalement il est relativement juste, à chaque fois, c'est dans ces endroits-là. C'est là qu'il va trouver le petit chemin de côté, c'est là que euh, il va réaliser certaines choses, que finalement il va retrouver le bon chemin, même si c'est un chemin qui paraît absurde aux yeux du monde, on l'avait dit. En fait, c'est précisément là que se trouve le vrai bon chemin qui est le sien. Et donc, effectivement, il se dit, OK, donc c'est là qu'il faut que je retourne à nouveau. Donc, a priori, c'est précisément là où ça n'a aucun sens d'aller chercher la chose que je vais y aller. Ça m'intéresse toujours énormément. Autrement dit, tous ceux qui veulent passer par les sentiers battus, qui veulent copier-coller des chemins que d'autres ont empruntés, ils se plantent parce que de toute façon, ce ne sera pas valable pour eux. Ce ne sera pas valable avec le parcours de vie qu'ils ont, avec la neshama qu'ils ont, avec le tempérament qu'ils ont. Donc de toute façon, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est une chose que j'avais trouvé passionnante dans la Torah. Les enseignements sont extrêmement rigoureux, extrêmement... c'est très posé. Un chat est un chat, on ne va pas vous dire que c'est autre chose. Mais en revanche, au sein de ce cadre-là, qui est extrêmement rigoureux, il y a une ouverture et une liberté dans la manière dont moi je vais m'approprier ce cadre-là. J'ai toute liberté. Je vais pouvoir le faire véritablement en fonction de là où je suis, en fonction de mon tempérament, la manière dont je vais m'approprier les choses, les intégrer et les vivre. Là, il peut y avoir des milliers, des millions, des billions de chemins. Ça n'est pas un problème. Et donc, en fait, ce chemin qui est un chemin qui n'a pas été encore défriché, un chemin qui va nécessiter ce silence, qui va nécessiter d'être loin des terres habitées, c'est le chemin des déserts. Et que, sans compter qu'en plus, on s'était rendu compte d'une chose, c'est que là où nous, on pense que ce sont des déserts, ça c'est encore un autre aspect. Mais c'est qu'en fait, c'est précisément là qu'il y a tout, parce qu'en fait, dans cette reconnexion à soi-même, dans ce retour à soi extrêmement puissant, on se dit, mais en fait, c'est à l'intérieur, j'ai les réponses, à l'intérieur, j'ai tout ce qu'il faut. Tant qu'on n'est pas dans le désert et tant qu'on est dans des terres habitées où tout foisonne, on a l'impression d'être dépendant de tout et de tout le monde. Mais quand on est dans le désert, on va se retourner vers qui? Vers nous-mêmes, vers Hachem. Et c'est là qu'on va trouver les réponses. Alors que tant qu'on les cherche à droite, à gauche, qu'on court dans tous les sens, et qu'on essaye d'acheter finalement quelque chose qui est de l'ordre du prêt-à-penser, quelque chose de tout fait, ben ça n'ira jamais en fait. Ça n'ira jamais. Et donc à nouveau, voilà, cette quête qui va repartir, et cette quête qui cette fois-ci va prendre un visage extraordinairement différent dans le conte, comme on va le voir, pour amener à, puisqu'on l'avait dit dès le départ, pour amener à trouver la princesse. Il va la trouver, il n'y a pas de souci. Mais souvenez-vous bien donc de cette première grande étape, avec les 2 chutes qui ont été faites, pour finalement prendre cette grande décision dans sa vie, de se dire, ok, maintenant, ça rigole plus, je vais dans le désert et je vais la chercher. Je vous souhaite plein de belles choses à chacun, plein de bénédictions, plein de lumière, de très belles recherches et surtout de très belles trouvailles. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.